95.2. J'arrête quand je veux. L'émission La cerise sous le gâteau avec Tom Verdier. Et ce soir, Bertrand Leroy, auteur du livre La porte mystérieuse du Mont-Saint-Michel, le sentier de date aux éditions Alphée. Tom, est-ce que tu peux remettre ton casque, s'il te plaît? Voilà. Elle aime bien les cartes, Tom. Alors, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'on a coupé la vidéo, enfin, Oui. on vient de faire un tirage par rapport à la question des éruptions solaires, voilà, des vents solaires, et on a fait un tirage de tarot. Et donc, est-ce que tu peux nous rappeler le résultat, Bertrand? Ouais, donc Wow. ouais, Le on était tirage. tombé sur trois cartes, hein. D'un côté, l'empérance qui, elle, équilibre les flux. On parlait des flux, donc je sais pas, peut-être les auditeurs n'ont pas eu l'image, c'est ça, non? Ils ont eu le texte C'est pour, voilà, enfin, ils ont eu l'audio. Ouais, voilà, Voilà, donc mais ouais, c'est pour montrer on peut montrer les voilà, trois montrer cartes. les images pour la vidéo. Donc, Voilà. on a eu l'empérance, la deuxième, c'était le jugement, et la dernière, la maison Dieu, donc c'est la tour de Babel. Bon, voilà, mais après, voilà, moi je me sers très peu du tarot dans le sens, voilà, pour moi c'est pas un outil divin, je l'utilise pas comme outil divinatoire, quoi. Je l'utilise plus comme Non, une c'était carte, je pour vous jeter disais, voilà. l'intuition, Mais c'était pour jeter de jeter l'intuition, l'intuition dans voilà, la réponse. voilà, c'est l'idée, c'est comme ça, c'est des supports de méditation, je pense. Je parlais de cartoon primitif, quoi, c'est parce que même dans le bouti on retrouve ça, quoi, c'est-à-dire des images, quoi, et qui racontent une histoire, quoi. Les enfants sont plus forts que ça, à la limite, que nous, pour interpréter un tarot, parce que c'est un jeu, il faut juste regarder les images, le système de couleurs, tout est bien fait, tout est Ouais. étudié dans un tarot, et ça nous renvoie à un truc qui est profondément gravé en nous, quoi, je pense. Bon, mais d'autres codes, hein, le hiking est très pertinent aussi, voilà, Ouais. sauf que Philippe bon, Cadic il se ramène toujours au le maître du hiking haut d'ailleurs. château, là, Ouais. c'est excellent aussi. Après, bon, voilà, en tant que occidental, intéressé par ce côté chevaleresque, cet univers un petit peu médiévalivo, Et fantastique. puis c'est les mythes et les mythes qu'on a depuis notre enfance, quoi. Ça reste des choses qui, à l'époque de notre enfance, on a réussi à mettre en mots, finalement notre imaginaire, et on est resté connecté à cette façon de mettre en mots notre imaginaire. Donc c'est pour ça que la connexion peut être si forte dans notre culture avec ça aussi, peut-être. C'est un système d'archétypes qui arrivait assez tôt pour qu'il veuille dire quelque chose. Ouais, non, enfin, moi, je suis toujours fasciné par la pertinence. Bon, il faut savoir que maintenant, même au Gabon, hein, j'ai une anecdote assez rigolote que je viens d'apprendre récemment, c'est-à-dire que j'ai appris là que mon livre, en fait, était lu en veillée initiatique, quoi. Il y a une école du Gabon qui fait lire La porte mystérieuse du Mont-Saint-Michel aux Banzi, quoi, avant leur initiation, parce qu'ils aiment son côté boîte à outils qui permet de déplier l'expérience, quoi. Mm. Hein, c'est pas tant de vivre l'expérience, encore faut-il avoir après les moyens de l'exprimer. Bon, ils sont rentrés en résonance et Ouais. ils utilisent le tarot aussi dans le bouiti, quoi, dans le sens où c'est un outil. Voilà, il y a pas. C'est pour ça que je vois pas pourquoi nous on aurait des complexes à intégrer l'iboga de façon occidentale, sachant que un Gabonais n'aura aucune difficulté à prendre un outil qui marche et le tarot, c'en est un. C'est un outil, voilà, qui est sur le sentier magique le deuxième jour, Pierre. Et régulièrement, il tire une petite carte comme ça, parce que c'est un support de méditation, quoi. Mm. Vous êtes toujours sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM. Je vais donner le numéro du standard pour les auditeurs qui souhaitent intervenir. 08 92 23 95 20. Je répète, 08 92 23 95 20. Alors, on a parlé d'énormément de choses ce soir. On voulait revenir aussi sur la notion de stalker. Parce que je rappelle ton site internet, Bertrand Leroy, le site internet c'est neostalker.org. Sur le stalker, finalement, on a dit qu'on en parlerait, mais je crois pas qu'on Ah, en on ait n'a pas eu parlé. Voilà. l'occasion encore, ouais. Ouais. Puis j'aime bien parler de ça parce que déjà c'est un film que j'ai beaucoup aimé, quoi, que j'aime beaucoup. En fait, à la base, c'est un livre, hein. C'est Pique-nique au bord du chemin, je crois, des frères russes Strugatsky, qui a été mis en film par Andrei Tarkovsky, en fait, un réalisateur mystique, quoi, très très inspiré, et donc qui a appelé son film Stalker. Stalker, qu'est-ce que ça veut dire en russe? Peut-être d'ailleurs en russe on dit stalker, je sais pas, je le prononce stalker, bref. Ça veut dire guide ou passeur. Et en fait, j'étais fasciné par, dès le début de l'écriture du roman, parce que qu'est-ce que décrit le film Stalker? C'est l'histoire d'un écrivain et d'un scientifique, en fait, qui partent explorer une zone. Cette zone, personne ne sait comment elle est apparue, si c'est une explosion de météorites, si c'est atomique, enfin bref, c'est une zone au centre où il y a la chambre des secrets,
Et pour traverser cette zone et accéder à la chambre des secrets, il y a besoin d'un guide, donc du stalker. Et l'analogie est vraiment troublante avec ce Mont Saint-Michel qui est au milieu de la baie, quoi, la baie, c'est l'exemple, c'est une illustration parfaite, je trouve, de la zone, puisqu'avec le phénomène des marées, tout le paysage, il est remodelé à chaque fois. Et d'ailleurs, pour traverser la baie, encore aujourd'hui, on est accompagné d'un guide ou passeur, quoi. On traverse pas la baie tout seul, quoi. Et si je peux citer juste une référence littéraire, je sais pas, c'est un livre qui est reparu, l'Imaginaire Gallimard l'a refait paraître récemment. C'est Le Mont Analogue, je sais pas si tu le connais. C'est très court, Le Mont Analogue. Pardon, d'un de René écrivain de qui Mal, s'appelle- oui, c'est ça. Et, Ouais. mais enfin, c'est un Oui, truc que finalement très peu de gens ont lu, mais enfin dans La les gens Grande que je Beuverie fréquente, aussi, voilà, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu. Et le mot analogue, il y a aussi ces guides dans cette espèce de, ils doivent passer une faille temporelle. Enfin, il y a une espèce de filtre optique qui fait que la lumière du soleil est déviée. Et bref, c'est une petite communauté d'explorateurs au début du siècle qui part comme ça d'un peu tous horizons pour conquérir le mont analogue, qui est en fait l'endroit qui est le vrai refuge des dieux, puisque le mont Olympe et tout ça ne sont que des paraboles de ce truc-là. Ça, c'est le mont archétypal, le vrai qui existe vraiment. Ils vont à sa découverte réelle et concrète. Et il y a des guides comme ça qui vous disent des règles, comme par exemple, vous devez pas déplacer ceci ou pas cueillir tel genre de fleurs, et il faut que les écouter. Et on passe des paliers. Et en fait, René de Mal est mort en l'écrivant, et on arrive qu'au troisième palier, et il n'y a pas les paliers d'au-dessus, évidemment. Et il y a ces guides aussi qui m'ont fait. Moi, quand j'ai lu, je le cite maintenant, parce que quand j'ai lu toutes ces descriptions des stalkers dans ton livre, j'ai pensé vraiment à ça aussi. Et c'est un livre qui parle peut-être à beaucoup de gens sur cette radio, et en tout cas qui vaut d'être lu, Le mot analogue de René de Mal. Ouais, donc c'est similaire. Et donc pourquoi Stalker? C'est parce que voilà, Arthur, son guide, en fait, en même temps qu'Arthur progresse dans son amitié, dans sa relation avec Arthur, se rend compte qu'Arthur fait partie d'un groupe, quoi, qui se fait appeler Stalker, quoi. Stalker dans le sens, parce que même dans l'idée du film, qu'est-ce que c'est les stalkers? C'est des mecs, des marcheurs, quoi, qui vont dans la zone. Alors la zone, c'est cette zone, ce qu'on disait, c'est moi ce que Tarkovsky l'appelle la zone, mais c'est voilà l'hyperespace, le monde imaginal, l'imaginatrix, c'est ce truc qui est au-delà du mental, et ils vont chercher des artefacts et les ramènent, quoi. Et c'est très empirique comme démarche, et je trouvais beaucoup d'analogies avec ma propre façon d'arpenter le sentier, en fait, qui est empirique, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est du tâtonnement, c'est sûr, c'est un peu freestyle, un peu hors piste, c'est pas du tout à conseiller à tout le monde, ça demande un équilibre, un enracinement, des choses. Voilà, moi je bénis ma famille tous les jours, quoi, dans le sens où c'est ça aussi qui me permet d'avancer justement et de garder pied dans tout ça, parce que c'est des zones très liquides où il faut savoir nager, quoi, hein, comme chante ce que tu m'as fait écouter. Ouais, Enema de Tool qu'on passera peut-être pour finir. Mais voilà, savoir nager, et ces stalkers, voilà, ces stalkers se retrouvent, il y a un questionnement autour de qui c'est ces gens. Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est des questions que se pose Pierre, quoi. Et je pense que n'importe quelle personne équilibrée pourrait se poser. Avant tout, il n'y a pas de groupement pareil qui existe, et tu t'es déjà fait accuser de parler d'une Ouais, secte, alors que souvent, c'est dans ton roman uniquement en réalité. Voilà, souvent on me questionne autour des stalkers. Est-ce qu'ils existent vraiment? Moi, j'ai envie de dire, c'est pas la question, quoi. Pour moi, avec des amis, j'ai des proches, effectivement, au moment où on s'est dit, tiens, c'est marrant, on a l'impression qu'on est des stalkers, quoi. Mais je suis pas une personnalité comme ça, et les gens avec qui j'évolue non plus, de se mettre dans des cases, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi on me met dans une case, ça me saoule, quoi. Donc j'aurais aussi bien pu dire chaman, quoi, mais je me reconnais pas dans le boulot, dans le terme chaman, quoi, qui est très galvaudé aussi. Donc toi, je cherchais un mot nouveau pour illustrer ça. Stalker, mais à partir du moment, je pense, où des gens se réclameront stalker, je changerai le mot aussi. C'est pas du tout l'histoire. On aurait pu s'appeler le Club des 5, ou voilà, il n'y a rien de sectaire là-dedans, c'est juste des gens qui sont là, qui cartographient les flux, qui explorent l'hyperespace, et puis qui essaient de partager ça après, ici-bas, avec nos frères, quoi. Et puis c'est un travail qui se nourrit. Enfin, on est tous stalkers, c'est pour ça que la dédicace du bouquin, j'ai vraiment mis à tous les stalkers présents et à venir, quoi, dans le sens où... Il y a ceux qui ils sont, il y a ceux qui s'en aperçoivent, c'est comme la nature de Bouddha. Tout le monde est Bouddha en réalité, mais il y a la seule différence entre ceux qui se font appeler Bouddha et les autres, c'est qu'il y a ceux qui s'en sont aperçus et ceux qui s'en sont pas encore aperçus. Ouais, voilà, je pense qu'on a tous une personnalité stalker au fond de soi. Moi, ça m'amusait de la laisser s'exprimer. Depuis, voilà, écrire, on est obligé de mettre des mots, hein, de figer, de réduire. Donc bon, c'est très... c'est assez voilà, c'est aussi aussitôt vu, aussitôt parti, quoi. Quelque part, le stalker, c'est un peu ça, quoi. Tu peux pas l'attraper, quoi, hein.
Mais donc il n'y a pas de groupement ou quoi derrière les stalkers, quoi, pour ceux qui me demandent. Non, il n'y a pas de carte de membre, on n'a pas de livre à vendre, on n'a rien, quoi, hein. C'est juste, voilà, le livre il est là, il est devant vous, il est dans votre quotidien, dans tout ce qu'on explore, il est sur Internet, voilà, on a tous les outils là. Moi, je pense aujourd'hui, on vit vraiment quand on parle d'époque apocalyptique, quoi. C'est dans le sens révélation, Ouais. quoi. Et je Parce pense que qu'apocalypse avant tout veut dire révélation littéralement. il y a plus rien de caché, quoi. Tout est là, tout est aux yeux de tout le monde, quoi. Et c'est d'ailleurs fascinant de voir que c'est voilà les secrets les plus simples qui étaient les mieux gardés, parce que c'est quoi le message du bouquin là. On parle depuis le début beaucoup de verbes, de mental et tout, parce que il faut parler aussi. Mais voilà, et, ça passe. Saint-Exupéry dit exactement la même chose dans Le Petit Prince, quoi. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur, quoi. Moi, j'ai pas d'autre message à faire passer, hein. Si j'avais vraiment voilà, c'est ça. Écoutez votre cœur, quoi. Et ça, pour ça, c'est vrai que c'est la voie de l'équilibre, hein, parce que le cœur, en plus, on voit bien d'un point de vue, il est central il est entre le premier chakra, le chakra du haut, donc quelque part entre le sexe et l'intellect. C'est lui qui équilibre ce feu d'en bas, ce feu d'en haut. L'eau et le feu, le régulateur. Après, si on parle d'un point de vue un petit peu technique, c'est l'air, quoi, donc le poumon, quoi, donc la respiration a un grand rôle à jouer. C'est pour ça que je parle beaucoup de la cohérence cardiaque dans le bouquin, parce que l'air, la respiration permet d'harmoniser ces deux flux, quoi, C'est un truc qu'on d'eau sent très bien quand et on le du fait feu. 5 minutes, hein, la cohérence C'est le seul cardiaque, organe ça, interne c'est, sur lequel on peut agir, quoi, toi, d'un point de vue médical. C'est vrai que ton cœur, tu peux pas contrôler ses battements, mais tu peux contrôler ton souffle et via le souffle, contrôler à peu près tout en et oui, réalité. Dans le yoga aussi, c'est par le souffle qu'on fait les étirements et qu'on finit par gagner de la souplesse. complètement. Complètement, donc voilà le truc, quoi. Alors, on va accueillir une auditrice, c'est Oui. Joséphine qui nous rejoint. Bonsoir Joséphine. Bonsoir Joséphine. Oui, bonsoir. 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 J'allais dire bonsoir Joséphine. Oh. Bon, bonsoir. Je vais pas vous prendre trop de votre temps parce que c'est pas toujours facile de parler comme ça. Et premièrement, je trouve ça extraordinaire là, depuis tout à l'heure tout ce que j'entends. Merci. Et, ouais, pour moi c'est extraordinaire. Et puis ça me fait penser à une citation de Jung, hein, quand vous parliez tout à l'heure de l'ombre, hein, du noir, hein, en chacun l'œuvre de noire, nous. ouais. L'œuvre noire, voilà. Et c'est une citation qui m'est vraiment venue à l'esprit, qui me paraît adéquate et qui est très belle. Et il a dit on ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en plongeant dans son obscurité. Mais oui, on rejoint le fameux adage alchimique du vitriol, visite l'intérieur de la Terre, en Voilà. rectifiant, tu trouveras la pierre philosophale. C'est le principe de la lumière cachée dans la matière, quoi, qui est chère aux alchimistes. Ouais. Il y a une carte dans le tarot que les gens n'aiment pas tirer, c'est la 15, quoi, hein, c'est le diable. Hein, c'est ce côté, La première que j'ai justement, tirée à côté, quand tu faisais ton tirage, j'ai dit tiens, j'en tire au hasard et paf, le diable direct. J'ai dit mais Qu'est-ce c'est pas que possible. qu'est-ce que vous avez tiré comme carte Le là diable. Là tout de suite Là, alors quand Bertrand Quand a j'ai tiré parlé, 3 cartes. ouais. Non, quand Bertrand a tiré 3 cartes, les j'ai 3 cartes tiré sur la suivante sur l'éruption solaire. et je suis tombé sur le diable. Et je D'accord. me suis dit quand même, c'est terrible de tomber juste sur celle-là. Mais le diable, en fait, moi je trouve, enfin, en fait, pour moi, il correspond à l'ego, en fait. Oui, Donc, oui. pour moi, c'est l'ego, en fait. Mais C'est notre ego. il est divisé en deux principes. Faut pas oublier qu'il y a Lucifer, quoi. En fait, le diable, c'est quoi? C'est à la fois c'est Satan et Lucifer. Enfin, c'est un truc que j'explore aussi un petit peu dans le sentier, justement pour briser les peurs, quoi, que les gens arrêtent aussi d'avoir peur de ça, parce que Lucifer, c'est Oui. quoi? C'est le porteur de lumière. C'est le noyau de lumière qui est contenu dans la matière et qu'on trouve dans cette œuvre noire, justement, qui permet de décomposer et d'atteindre ce germe lumineux. Après, on a Satan à côté, qui lui est plus compliqué, mais qui est aussi nécessaire à l'évolution de l'homme, puisque c'est quelque part, c'est le terreau fertile de l'expérience. Satan, c'est lui qui Voilà. nous guide pour grandir, quoi. Sans obstacle, quelque part, on ne saurait pas se diriger vers la lumière, quoi. Heureusement que de la même façon qu'une graine qui est plantée dans la terre, elle a besoin d'avoir la terre qui l'entoure pour chercher la lumière. Satan, voilà. Mais bon, c'est pas un sujet sur lequel non plus il faut disserter des heures, parce que c'est pas. Non. Puis il est chargé d'un imaginaire trop sombre pour qu'on écoute bien finalement. En plus, Ouais, mais- voilà, il y a des choses beaucoup Bah, plus. c'est la perception qu'on y met dessus. Oui, bien sûr. Qui fait Là, la les croyance, théosophes, hein. par exemple, ils ont passé des années là-dessus à étudier ça et ils s'en sont un peu perdus, quoi, je pense. Donc voilà, à étudier avec parcimonie, savoir. Mais, Je suis tout à fait d'accord. Mais sinon, j'aime beaucoup ta citation de Jung. Ouais, Bah, elle est magnifique. Hein. Ouais. Pour moi, c'est énorme. Mais par rapport à tout ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, j'ai cru entendre quand même
vous avez parlé du film Matrix, Ouais. Oui. et je pense que c'est plus qu'un film, quoi, parce que Oui. il y a vraiment un message de non-dualité Mhm. qui passe à travers ce film. Et tout à l'heure, j'étais un peu frustrée parce que vous avez un petit peu abordé cette notion de réel et irréel. Mhm. Et je me suis dit, c'est dommage qu'il y va pas un peu plus dedans. Mais bon, c'est pas le sujet non plus. Mais voilà. De réel et Et ça me fait d'irréel. Ouais. penser ça me fait penser que Jésus continue à parler, toujours aujourd'hui en canalisation, et dont à travers déjà un courant miracle. Je sais pas si vous en Un courant entendez miracle, parler. si, ouais, je le cite d'ailleurs, le Ho'oponopono aussi, toute cette, Ouais, tout ce cours ça- autour du pardon. Et oui, ouais, je parle du courant miracle d'ailleurs dans le bouquin. Ouais, c'est quelque chose qui m'a inspiré aussi voilà. comme outil sur le sentier. Je pense que c'est Parce que vous intéressant avez comme vraiment, lecture. vous avez vraiment un langage et surtout comment dire, quand j'écoute depuis tout à l'heure, je me suis dit, oh là là, c'est vraiment la perception ou l'illusion de la peur est tombée quand il parle, cet homme-là. Ah, c'est comme bon, il y a C'est-à-dire, il y quelques a voyages, plus, les voyages non, forment mais la c'est jeunesse, vrai, quoi. parce J'ai que la pris cher peur est aussi. une- Non, mais même vous, C'est- enfin tous les garçons qui parlent là, Ouais. tous ceux qui parlent ce soir, et je me dis mince, ça existe là à la radio, enfin je sais pas, j'étais étonnée, et je me suis dit c'est super quoi, Merci. et Ouais, merci. enfin je trouve ça extraordinaire parce que et surtout d'insister sur ici et maintenant, voilà, tout se Mais passe sur maintenant. la peur, il y a un beau texte. Enfin, j'ai pas Google là, parce que c'est ce que Mm. je disais tout à l'heure. Moi, j'ai un peu indexé ma mémoire sur Google, quoi, mais c'est la peur sur le texte de Dune, en fait, de Frank Herbert Ah oui. sur la peur. La prière Bereshit, en fait, j'affronterai mes peurs, je les surmonterai. Mm. Qu'est-ce qui restera? Rien d'autre, rien que moi, quoi, en fait, quoi. Et je Et pense oui, que mais les peurs sont là pour être mises en lumière, quoi. La peur, c'est une Oui, absence de lumière, quoi, se, quelque se part. confronter au bad trip, comme on le disait tout à l'heure, très concrètement, c'est vraiment ça aussi. Après, oui, c'est mais légitime, quoi. Je pense que, voilà, moi, je fais pas le il y a fanfaron il autour y a de quelque ça. chose parce de très vrai, vous avez dit tout à l'heure, parce que moi je connais pas tout ça, je suis vraiment inculte par rapport à tout ça, mais tout ce qui concerne les moyens, comment dire, les produits qui peuvent aider à, voilà, Oui. toutes ces choses-là, et les idées que ça je connais pas, mais bon. Mais en tout cas, j'y vois une vérité pour les initiés, en tout cas, pas pour les gens. Mais je C'est pense, hein, parce que dangereux pour. ce qui m'a aussi fasciné dans l'écriture de ce Euh, bouquin, c'est en termes des gens que ça a pu fédérer, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment un rôle de trait d'union. C'est-à-dire que j'ai aussi bien touché des gens qui étaient versés voilà, dans l'alchimie, que des gens qui étaient dans la franc-maçonnerie, que des gens voilà, rosicruciens, c'est ça. mais aussi des scientifiques, aussi Voilà. on disait François Il y Couplon qui est dans a, la nature. Enfin, Bah, c'est sûr qu'on on est on dans une touche le il y a optique pas de de noyau, fédération on frontières. aussi. touche le noyau dur de l'expérience, quoi. Après, le reste. Il n'y a pas de frontières, Mon voilà. maître au Gabon disait, le maître qui m'a initié là-bas disait la tradition est une, ses manifestations multiples, quoi. Et moi, je crois Mm. vraiment là-dedans. Il y a un noyau dur de l'expérience qui est là, on plaisantait tout à l'heure, qui est limite en commande sur Internet, hein, enfin, dans le sens où Oui. aujourd'hui, c'est pas tant l'éveil qui est difficile de générer que la façon qu'on a de le déplier, quoi. Et ce Mm. dépliage, on peut le trouver au moyen de multiples Voilà. façons, Et quoi. puis, Et aussi bien, mm. voilà, on parle moi, du christianisme un petit peu ésotérique, de l'alchimie, Voilà. mais Tom est dans le zen et c'est un langage très pertinent aussi. Mm. Et dans mon cas, c'était certainement ce qui avait de plus efficace. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, après je vous laisse tranquille, Ah non, mais ça fait c'est que Non, c'est un justement plaisir. quand vous disiez tout à l'heure, là, qu'on parlait je voulais en revenir par rapport aux peurs. Mhm. C'est-à-dire que tout à l'heure, les moyens dont vous parliez, là, c'est-à-dire on peut prendre par exemple du LSD ou autre, Oui. ou se retrouver dans un état modifié de conscience justement en marchant Oui. ou autre, En quoi. dansant. Et c'est parce que c'est vrai que les peurs conscientes, c'est facile, c'est sûr. Ouais, non, mais c'est Mais il y a ce qui toutes est dur, les... c'est ce qui il y a- jaillit dans l'ombre, et justement, c'est vraiment ça, parce que bah ouais, il y a une chose qui peut-être, je sais pas, moi, qui me vient à l'esprit, c'est aussi, moi je crois beaucoup à l'unité, enfin à l'un, c'est-à-dire il y a un inconscient collectif Oui. de cette humanité, et il y a un archétype de peur qui s'est ancré. dans nos cellules, des- ouais. Mais si on Ouais, regarde même dans l'expérience de la Très bouddhéité, l'éveil dans le bouddhisme est toujours décrit. L'éveil de Siddhartha est décrit en long et en large dans tout le canon pali, et on y revient souvent. Et il y a toujours le démon de la mort
qui sentant que sa doctrine, la mort qui est qu'une doctrine, du coup, si on écoute bien, le message important, c'est ça. La mort n'est qu'une doctrine et une peur, une peur qu'on a suffisamment, parce que c'est son outil, la peur, justement, pour mourir, en définitive, parce qu'il n'y a rien d'obligatoire. Et en fait, sentant que la doctrine du Bouddha va effacer la sienne et le rendre impuissant, le démon de la mort envoie toutes les hordes de ces démons, donc qui sont des peurs, sur le Bouddha, et juste avant l'éveil, il doit surmonter toutes ces peurs, et c'est ça qui fait qu'il s'éveille définitivement, finalement. C'est d'avoir une bonne fois pour toutes surmonter ces peurs, qui sont, en ultime recours, et dit en termes simples, la peur de la mort, même si c'est plus complexe que ça. Et donc ça ramène même, même justement dans le zen ou dans le bouddhisme, on revient exactement à cette confrontation à la mort, qui est finalement que de trancher dans l'ego, mais on s'en aperçoit après coup de ça. Et c'est vraiment le propos de la fin du livre, justement, où il est confronté à la peur ultime, quoi. Parce que qu'est-ce que c'est le Mont Saint-Michel, hein? C'était un lieu de passage, un lieu, Saint-Michel, c'est un psychopompe, hein, quand on s'intéresse vraiment au fond de la tradition, c'est le guide des âmes vers le monde des morts. Donc on parle de la petite mort, quoi, dans le domaine initiatique, quoi, qui est une des peurs fondamentales et qu'il faut traverser. Mais bon, il y a plein de gens aussi qui vivent par exemple des NDE. Enfin, on a beaucoup de témoignages aussi qui tendent à montrer qu'il y a d'autres choses, quoi. Et au contraire, c'est même une expérience transformatrice, quoi. C'est ce qui ressort de tout ça. Donc bon. Et juste une question avant de m'en aller. Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez cité trop rapidement, parce que j'étais un peu allongée, quoi. Je lisais autre chose et du coup, j'ai pas bien noté. Oui. Donc, bien me donner le titre du livre et... Le titre du livre de Bertrand. Ouais. Alors le titre du livre de Bertrand, c'est la porte mystérieuse du Mont Saint-Michel, parce que je l'appelle toujours le sentier de Das tout court. Donc c'est la porte mystérieuse du Mont Saint-Michel, le sentier de Das. Donc c'est Bertrand Leroy. Le sentier de D-A-A-T-H. Enfin, si vous tapez la porte mystérieuse du Mont Saint-Michel, vous le trouvez. Oui, voilà, je le trouve. Le sentier de date, on le trouve aussi. Édition Alphée pour le moment. Juste cette petite question-là, voilà. Et ben voilà. Ok. Bon, ben maintenant, je vais vous laisser. Hein. Donc, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ouais, juste finir sur cette jolie phrase de la Bhagavad Gita qui dit ce qui est réel est éternel. C'est joli. Merci beaucoup. Merci alors, beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Joséphine. Et nous accueillons Achine à présent. Salut, bonjour. Achine. Bonjour, Achine. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, votre invité. J'interviens pas souvent sur cette radio, mais j'écoute pratiquement tous les soirs, quoi. Les émissions sont très intéressantes. Merci. Oui. Moi, en fait, je voulais juste intervenir sur un constat que j'ai fait. En fait, juste une petite pensée, quoi. En fait, je remarque qu'il existe dans le monde un certain concept, que ça soit physique ou autre. Vous avez une facette et vous avez de l'autre côté le contraire. Oui. Vous voyez, vous avez le haut, le bas. La dualité, la dualité. Ouais. Voilà, exactement, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très répandu, quoi. Oui, exactement. Jusque dans nos hémisphères. Oui, que ça soit dans les sujets de conversation, que ça soit dans le monde matériel et autres. Les religions tournent autour. Les politiques. En nous-mêmes, oui, les politiques, ouais. On est sans cesse en dualité. Oui. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que jamais, il y en a un qui puisse l'emporter sur l'autre. Ils sont aussi légitimes. Une forme d'équilibre. Oui. Ouais. Oui, la dualité génère la dualité obligatoire, la dualité comme système unique de pensée, parce que c'est même pas la dualité le problème, c'est le problème de n'avoir que la dualité. La dualité comme seul système aboutit à ça qu'on fait des séparations là où il n'y a pas de séparation, et du coup on a tous les conflits et tous les problèmes qui vont derrière cette séparation. Elle n'est génératrice en définitive sous prétexte d'organiser et d'étiqueter les choses que d'un désordre beaucoup plus grand que d'apprendre à surfer sur le chaos et d'apprendre à faire sans la dualité. Mais il y a quelque chose dans notre ego qui veut y croire comme principe de survie du mental. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Et on est forgé à ça depuis notre plus jeune âge. On nous apprend à dire oui ou non, et on dit mais non, ça dépend pas, c'est oui ou c'est non. C'est oui ou c'est non, c'est j'aime, quoi, tout simplement. Et donc, on est dualisé très tôt, et donc c'est un des mécanismes, moi je vois dans le chemin que j'ai fait de mon côté, qui était beaucoup avec les psychédéliques, il a fallu que j'arrive à, je sais pas, quelque chose comme mon 50e trip de LSD pour remonter. J'avais déjà remonté la différence entre pensée et langage, en étant de nouveau capable de penser vraiment sans formuler aucune phrase.
phrase. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai remonté à ça, qui était une strate inférieure dans ce qu'on m'avait inculqué dans mon enfance finalement, qui était la dualité. La première fois que j'ai dit je peux couper dans ça et voir d'un point de vue absolument non dual si j'en ai envie, ça a été, enfin, j'ai su que j'avais fait un progrès terrible qui est disparu après avec la fin de ce voyage de LSD là, et qu'il a fallu que je retrouve ailleurs. Justement, dans le zen m'a beaucoup aidé là-dedans parce que le zen c'est vraiment une méthode, point barre, et ça s'encombre pas de représentation ou d'archétypes. Et j'avais besoin de ça à ce moment-là, et vraiment c'est lutter contre la dualité et ça y arrive bien. Et ouais, vous avez raison que quand on voit à quel point c'est omniprésent et à quel point la plupart des gens finalement n'ont que ça, c'est générateur de choses terribles. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on arrive, comme vous avez cité votre exemple, à faire ce genre de travail de recherche sur soi, Oui. on se retrouve sur un chemin qui nous impose le choix. Et à partir de moment-là, on a le choix, c'est qu'on est un petit peu pris entre le choix, d'un côté ou de l'autre. Je dirais que c'est justement un point de vue dual de dire les choses, et que quand la dualité disparaît, cette notion de choix, elle disparaît aussi. En fait, tout vous va aussi bien à ce moment-là. Et on dit que quand on trouve la pierre philosophale, pourquoi les gens ils fabriquent pas de l'or? Parce qu'ils voient plus l'intérêt d'en fabriquer à ce moment-là. Et que donc c'est pas du tout la preuve qu'ils n'ont pas fabriqué la pierre philosophale. Et je crois vraiment à ce truc-là. C'est-à-dire que tous les gens qui ont trouvé la sagesse, quand on voit les récits des Bouddhas, des prophètes, enfin, on peut aller dans toutes les traditions religieuses qu'on veut ou spirituelles, où on voit que c'est des gens qui après le dénuement leur fait absolument plus peur. Tout leur va, quoi. Ils vont parler avec des nécessiteux, avec des lépreux, ils voient la lumière qu'il y a en eux et pas le reste. Et c'est, vous voyez, il y a plus du tout ce principe de choix, puisqu'on n'a plus rien à choisir, tout vous va aussi bien. Et après, vous voyez souvent plus que vous pourriez faire de mieux que d'aider votre semblable. Et aider votre semblable, ça veut dire essayer de lui faire prendre conscience du même truc que vous, mais comme ça, c'est assez difficile à faire. Bah, s'il trouve que c'est ça son problème, pourquoi pas l'aider à le résoudre, puisque après tout, vous avez plus de problème. Et donc, je crois qu'il n'y a pas un choix qui s'impose dans le terme où vous dites qu'il y a un chemin ou un autre à suivre, c'est que tout ce qui se présente, vous allez laisser le flux faire avec ce qui se présente, et ça va bien se passer. C'est aussi la notion de providence, finalement, qui est assez mystérieuse en tant que truc en lequel il faut croire, mais la providence, vue de cet autre côté d'avoir tranché la dualité, c'est pas quelque chose en quoi il faut croire, c'est quelque chose qu'on constate aussi naturellement qu'on s'aperçoit que la gravitation nous fait tomber quand on saute, quoi. Oui, mais bon, je pense aussi que quelque part, cette notion de dualité nous permet, nous donne accès à l'existence. Nous, on est d'une dualité. On vient au monde avec cette dualité, quoi. Grâce à cette dualité, moi je pense que cette dualité, elle est nécessaire à l'existence de ce monde-là. Bah, oui, il y a un principe, la simple fait que le principe de dualité ou la notion de dualité existe, et même si c'était que dans nos cerveaux, en réalité, que ça existe, prouve que c'est un truc de ce monde-là et qu'il a un côté certainement structurant dans la matière. Oui, il y a quelque chose de sous-jacent à la dualité qui existe. Le problème, encore une fois, c'est pas la dualité elle-même, c'est que ce soit le seul système de pensée ou de référence ou de décision. C'est mon point de vue. Entendu aussi, oui, j'ai entendu aussi où vous aviez parlé des expériences EMDE. En fait, j'ai pas fait d'expérience EMDE, mais il y a quelques années de ça, en fait, j'avais téléphoné une fois pour participer à l'émission de Tristan, qui interprétait des rêves. Oui. Alors, j'ai hésité un moment, parce que ce que j'allais lui raconter, je pouvais pas considérer ça comme un rêve, quoi. En fait, c'était comme si je tombais dans une sorte de paralysie physique. Et du sommeil. Oui, et je pouvais pas bouger, et la chose, ça s'est intensifié de plus en plus. Et c'était assez récurrent, il y a une vingtaine d'années, quoi. Là, la paralysie du sommeil, c'était au seuil d'un grand truc, je sais pas si vous avez pu explorer. Mais le problème, c'est que il arrivait à un moment donné, ça arrivait par contre le soir de mon sommeil, c'est que je ne rêvais pas, parce que ça j'insiste vraiment, quoi. J'ai vraiment envie de défendre ce point de vue. C'est que en fait je rêvais pas, mais je me voyais en train de voler. Oui, mais c'était tellement la paralysie du sommeil, c'est ce qui précède les sorties hors du corps. Je sentais carrément le vent contre mon visage, et à l'intérieur de moi-même, j'avais une sensation, je dirais pas pouvoir, parce que ça fait un peu égo, mais de force, si vous voulez, mais c'était vraiment au milieu de mon corps, quoi. Que je maîtrisais, il suffisait d'une pensée que je monte plus haut,
où je descends plus bas. Et vous n'aviez pas pris de plantes, vous n'aviez pas rien pris de psychédélique, comme quoi c'est une expérience qui est au profond de nous-mêmes et c'est un potentiel qui est là et qui transcende justement la dualité de la matière. Non, bien sûr, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, rien du tout. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a toujours dit. C'est une expérience spontanée, quoi. Stanislas Grof, il appelle ça les crises d'émergence spirituelle, quoi. Et c'est là que ça vous a fait peur, alors que vous étiez en train de vivre quelque chose de fondamental sur le sentier, quoi, en fait. Les premières fois, le réflexe, c'était que je me levais, je me secouais, parce qu'en fait, je sentais. Parce qu'on n'a pas d'éducation par rapport à ça, quoi. De la même façon que celui qui entend des voix, on l'envoie à l'hôpital psychiatrique sous couvert de schizophrénie, alors que s'il était né au Pérou ou en Inde, ça serait devenu un chaman ou un sage, quoi. Donc voilà, en tout cas, vous avez vraiment de la chance d'avoir pu vivre ce type d'événement, quoi, et que justement que ça vous peut-être là aussi que naît votre questionnement sur la dualité, quoi. À partir du moment où on constate qu'il y a une dimension effectivement au-delà du monde duel dans lequel on vit, on se questionne sur pourquoi toujours oui ou non, quoi, alors qu'il y a le peut-être qui est là, quoi. Ou les deux à la fois, quoi, oui et non. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il y avait un écrivain allemand, il me semble, tu sais, j'ai pas lu le livre, hein, j'ai juste lu un article il y a quelques temps de ça, qui a parlé de ça, sur la dualité, et il a parlé aussi de synthèse et comment dire, d'une thèse, en fait, de la thèse. Alors la thèse, il y a toujours un groupe qui n'est pas d'accord avec cette thèse-là, qui est imposée de façon dogmatique. Alors on apporte une synthèse de façon à ce que tout le monde puisse être content. Oui. Tout le monde trouve son chemin, machin et tout, et puis on fait une synthèse. Et une fois que le synthèse est formé, vous avez un autre groupe qui sont forcément pas d'accord avec cette synthèse, qui crée, voilà, qui engendre quelque chose qui est contre cette synthèse, quoi. Vous voyez, même à l'échelle mondiale, ce qui se passe actuellement, on le voit. Avant l'avènement du gouvernement mondial, tout le monde était contre les injustices, tout ce qui se passait dans le monde. Bon, on va faire un gouvernement mondial de façon à ce que tout le monde soit d'accord, etc. Maintenant, vous avez l'émergence d'une autre façon de penser qui sont contre cette synthèse. On avance un peu en se cognant entre les murs, hein. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu bing, balle de flipper, quoi. Il manque un rêve, il manque une vision pour harmoniser un petit peu tout ça, justement. Oui, c'est ça qui manque à notre société, c'est que ça manque de rêve. C'est ce que... Ça manque de rêve. Mais c'est un peu là-dessus qu'on bosse finalement aussi, et c'est pour ça que finalement être saltimbanque, c'est pas si mal. C'est essayer de montrer que le rêve... Moi, je vois comment je vis quelque chose comme Burning Man. C'est quelque chose qui m'a reconnecté à ça, c'est-à-dire d'être au milieu de ce désert où on fait semblant de tout. Faut même pas chercher quelle est la réalité ou même la nature dans tout ça. Tout est artificiel, c'est un désert, même les scorpions, ils peuvent pas y vivre. On y survit parce qu'on est l'être humain et qu'on a inventé les masques à gaz et les rationnements d'eau et les cantines d'eau. Donc, on conquiert en fait en plus un terrain qui a jamais servi à faire ce qu'on est en train de faire, à savoir la fête aussi. Et de l'art et vivre pleinement tout ce qu'on a envie d'exprimer de positif en fait pendant une semaine. Et quand on est au milieu de ce truc-là, on réalise que c'est à peu près n'importe où, que 99% de ce qu'on fait à Burning Man, on peut le faire n'importe où, et qu'il suffit de croire que c'est possible, que c'est assez facile d'assurer notre survie vu les moyens qu'on a maintenant, même technologiques, on peut servir de ça. Enfin, dans la Bible, ils disent ils forgeront leurs épées en soc de charrue. Si vous imaginez, si toute l'industrie de l'armement faisait des technologies agricoles, vous imaginez que la faim dans le monde, ça survivrait pendant 10 secondes, mais pas un instant, quoi. Déjà, rien qu'avec les budgets de ces trucs-là, si on les fermait, on nourrirait tout le monde ad vitam. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'on soit tous d'accord pour faire ça. Et vivre des trucs comme des fêtes comme Burning Man, c'est pour ça que je parle des saltimbanques, ou les festivals, moi je vais en faire cet été, encore une fois, je vais passer mon été à ça. Il y a des gens, et de plus en plus nombreux, qui vivent ça et qui se disent, mais merde, on peut le faire tout le temps, quoi. Et moi je vois l'essentiel de ce que je fais depuis que je suis revenu de Burning Man il y a 2 ans, je le fais gratuitement. Si on m'offre de l'argent, en définitive, je le prends, et mon éditeur, c'est ce qu'il fait. Il me dit, voilà, votre livre, ça vaut tant, vous en avez vendu tant, voilà un chèque. Bon, je le prends, je vais pas le jeter non plus, je sais quoi en faire si on me le donne. Mais quand on me demande de faire quelque chose, quand je dis oui, c'est toujours a priori gratuitement, quoi.
Et c'est la preuve que c'est possible de le faire ici. Et bon, bah, je me débrouille. On sait que j'ai gagné beaucoup d'argent, mais encore une fois, moi, je me suis acheté un appart et de l'argent pour vivre tous les mois, j'en ai plutôt moins que la plupart des gens que je croise. Et bah, pour autant, j'arrive à faire quasiment tout gratuitement ici. Enfin, ça marche bien, quoi. Bref, le truc, c'est que il n'y a pas de problème technique à vivre le rêve qu'on a tous. Il suffit d'être un petit peu d'accord que c'est ça qu'on a envie de vivre et pas à faire n'importe quoi qui est le contraire pour y parvenir. Et il y a un truc qui est très marquant à ce niveau-là, c'est que on a demandé au Dalai Lama là, il y a 3 ans. Un journaliste lui a demandé un jour qu'est-ce qu'on pourrait faire à votre avis de plus simple pour qu'il y ait, qu'il y ait beaucoup plus de paix dans le monde. Et le Dalai Lama a répondu faites plus de festivals. Et donc, enfin voilà, c'est la réponse du Dalai Lama aussi, quoi. Et je pense qu'on n'est pas loin de réussir à retrouver un rêve vraiment présent et que tout le monde ait conscience que le pouvoir individuel est énorme et que il n'est pas seulement un pouvoir de nuisance, c'est pas seulement que si on met dans la poubelle la bague jaune, on va avoir impacté la dette carbone alors qu'on va tous mourir dans le réchauffement climatique. On n'a pas que ce pouvoir de faire du mal, on a vraiment individuellement un pouvoir de faire énormément de bien, et il suffit de s'en apercevoir. On est à 2 doigts de quelque chose Vraiment. de très grand. On est vraiment, c'est ici et maintenant hein, que tout se fait. C'est juste à le accepter de problème, regarder. c'est que la société a cette matrice, là on peut appeler ça une matrice, hein, qu'on a créée. Et on a l'impression de tout connaître, mais vous mettez le plus des savants, les plus techniciens en pleine nature, en une semaine, c'est pas sûr qu'ils s'en sortent, quoi. Ouais, bien sûr, mais on vit dans une sorte de matrice. On a l'impression de vraiment tout dominer, mais en fait, je pense que c'est tout à fait faux, quoi. En fait, à la base, la société, elle se considère être assise sur des bases complètement acquises, quoi. Oui. On n'a pas une base dite évolutive, peut-être quelque part, quoi. Avec ce présage de se dire que voilà, on peut à tout moment changer de cap selon les circonstances, selon notre évolution, ne pas garder les anciennes traditions. Oui, mais on peut tout changer. Là où le film Matrix est faux, il est vrai dans sa représentation qu'il y a une matrice, mais disons que c'est l'état instantané de la névrose humaine. Et en réalité, là où c'est faux, c'est que la matrice, on a un pouvoir sur elle, puisque c'est la névrose humaine collective. Et en réalité, si l'être humain évolue vite, si la conscience s'ouvre rapidement, bah, la matrice disparaît. C'est là que c'est faux le film Matrix, c'est que c'est pas des machines qui tournent, qui sont construites en dur, c'est quelque chose qu'on n'a qu'à faire évoluer individuellement un petit peu chacun, pour que ça évolue tout court. Et que donc, c'est pas du tout un message carcéral, mais au contraire, vraiment un grand espoir, quoi. Tout à fait. Et j'avais remarqué aussi autre chose dans le film Matrix, parce que ce film-là, j'ai beau le regarder à chaque fois, j'avais différentes dimensions qui s'ouvraient, mais c'était incroyable, quoi. Et ce que j'avais là récemment, en pensant, donc je l'ai pas revu depuis parce que j'ai eu mon overdose là-dessus, ça fait des années que je le vois, mais sans cesse, ça me faisait cogiter. Le point clé dans ce film, parce que, à mon avis, ce que j'ai découvert aussi, en pensant, c'est l'information. L'information. C'est toujours ça passe par le téléphone, le mec est obligé de s'adapter à des machines informatiques. C'est l'information, compréhension, quoi. C'est notre époque, hein, l'éthique cyberpunk, c'est le seul truc à établir, c'est la liberté totale de l'information et tout en découle. Voilà. On est là-dedans dans une époque, dans l'époque du XXIe siècle. Enfin, c'est vrai qu'on l'imaginait avec des voitures volantes et tout ça. En fait, non, on a quitté complètement la mécanique et l'électronique pour arriver à l'information. Timothy Leary l'avait prédit. C'est vrai que ça fait, oui. D'ailleurs, si vous voyez bien maintenant, bon, la société, bon, tout ce qui, l'économie va pas très bien parce que moi, je pense, hein, l'une des facettes, comment dire, l'une des causes, c'est que la société n'a pas pu s'adapter non plus, quoi. Parce que vous imaginez, c'est un exemple très terre à terre, enfin c'est très con, caricatural ce que je vais vous dire. Les gens maintenant ils s'intéressent plus à tout ce qui est technologique par le biais d'informations que d'aller faire des sorties dans les bars. Mon grand-père a fini sa vie comme ça. Il allait même quand il était dans la ville, il préférait regarder un DVD sur la ville dans laquelle il était avec juste l'écho à la fenêtre à l'hôtel que d'aller faire les visites. Oui, comme dans toutes les grandes villes avec la planète vue du ciel. Enfin moi c'est un phénomène qui m'avait fasciné. C'est tous ces gens qui regardent la nature en haute définition sur leur écran plasma alors qu'il suffit d'aller marcher dehors pour la retrouver, quoi. Exactement. Je vais libérer la place, je vais laisser un autre auditeur, mais je vais vous écouter. On a des technologies nomades maintenant qui permettent à la fois jouer à l'iPad là qui est posé. Enfin, il y a des choses. Moi, je sais que je suis pas du tout contre la technologie, au contraire. Et encore une fois, Burning Man, c'est que de la technologie pour créer ça au milieu du temps. Adaptée. On évolue avec elle et elle est instrument de création et de partage de la création entre nous, quoi. Voilà, une forme je pense qu'on a tous les outils vraiment aujourd'hui pour créer. Oui, parce que moi je pense à quelque part que la science de demain, ça va aller, si on est emmené à faire des progrès, ça va aller
plus du côté où les scientifiquement, à mon avis, d'ici quelques dizaines d'années, ils vont y aller timidement parce que bon, ça les dérange un petit peu leur côté cartésien de dire que voilà, l'explication, ça ferait vraiment du domaine, ce qu'on appelle actuellement, à l'heure actuelle, domaine spirituel. Ouais, quoi. complètement. Je pense que C'est là qu'est la invente grande la théorie aventure des du cordes, XXIe siècle. vous voyez. C'est l'aventure, elle est intérieure. La recherche sur la conscience est en train de faire basculer beaucoup de choses parce que c'est à l'interface de beaucoup de domaines, même de physique fondamentale, avec lesquels on n'avait pas fait le lien avant. Et c'est vraiment un domaine d'où on pense que le mec qui va trouver l'explication de la conscience en dur avec le vocabulaire scientifique, il aura 3 prix Nobel au moins, quoi. Donc c'est vraiment un pivot d'articulation de la recherche contemporaine, ça c'est sûr. Voilà, c'est une étape à passer, et puis à un moment donné, c'est comme si, on peut le dire, ils vont baisser les armes, ils vont dire, bah non, maintenant au point où on est forcément guidé vers une autre explication. Le nom de ce qui nous dépasse et de ce qui dépassera toujours la science, et qu'on a appelé Dieu ou qu'on a appelé tout ce qu'on veut, voilà, maintenant en termes scientifiques, on sait que la tâche de la science, que la science peut pas explorer avec ses moyens, c'est ça et elle a un nom. Et je pense que oui, on va arriver à un truc comme ça. Yann Kounen, il disait dans une conférence, ce qu'on pourrait faire de plus fort en termes médiatiques entre la spiritualité et le reste, c'est d'avoir en titre du New York Times, les scientifiques ont démontré l'immortalité de l'âme. Vous voyez, un truc qui existerait comme ça, c'est dit, voilà, c'est un stock journalistique, informationnel, mystique, scientifique, ça façonne complètement une société différente du jour au lendemain, une certitude scientifique dans un domaine pareil. D'ailleurs, moi ça m'a toujours fasciné que s'il y a bien un truc qui concerne tout le monde, c'est quand même la mort, quoi. On a beau tourner autour du pot, il y a quand même ce truc-là que scientifiquement, en fait, il n'y a pas plus... il y en a, mais ça reste assez marginal, quoi, par rapport à l'importance du problème, quoi, qui concerne quand même tout le monde. Qui est le grand mystère de l'humanité. Qui reste le champ ultime d'exploration. On essaye de le repousser en essayant de devenir immortel, mais pas du tout de l'explorer pour même ce qu'il est. Les gens pourtant très riches, tu vois, ceux qui dominent le monde, qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Moi, je me dis, j'aurais ça, mais je mettrais tout ce que j'ai là-dedans pour essayer de voir. Alors peut-être ils savent qu'il y a quelque chose d'autre aussi, donc dans ce cas-là on se rend compte que la mort n'est pas un problème et que justement pas la peine d'en avoir peur et vivons nos vies, quoi. Mais enfin la science paranoïaque, tu te demandes pourquoi elle explore pas ça alors que sa parano devrait essayer de lui faire affronter le problème, ou peut-être que c'est la base de ce qui le fait fuir, allez savoir. Oui, mais bon, à mon avis c'est pas la priorité du jour comme ils le disent, hein. Pourtant, s'il y a bien un truc que tout le monde aimait, sur on parlait de et qui arrive jamais le jour où on voulait. Je me suis un peu emporté à dire qu'il n'existe pas, non mais dans le sens où je bossais à l'hôpital aussi, quoi, et bon, quelqu'un qui est en train de mourir, il pense pas à la crise, quoi, quelqu'un qui est en train en pleine souffrance, colique néphrétique ou n'importe quoi, en fait, on parle de la crise quand tout va bien, quoi, en fait. Tous les gens qui se plaignent en ce moment, c'est des gens qui ont la chance d'aller bien, quoi, donc faut pas perdre de vue ça non plus, quoi, des fois... Voilà, donc effectivement ici il y a une crise et il y a plein de gens qui en souffrent, mais quand la vraie souffrance, et bon, ce qu'a pu montrer moi certaines tempêtes, enfin des choses vraiment délicates à gérer, tempêtes aussi bien physiques que psychédéliques, quoi, hein, dans un pur bad trip, c'est pas vers la crise qu'on pense. C'est pire que se faire arracher les ongles, faut le dire, c'est vraiment horrible. C'est pas vers ça qu'on va, et ça serait bien que les gens s'en rendent compte aussi, peut-être un petit peu qu'ils expriment aussi leur ras-le-bol, peut-être, et pourquoi pas, moi qu'ils se mettent à marcher, enfin voilà, un acte... qui se réapproprient leur espace de liberté, quoi. C'est quand même vous qui êtes en vie, qui avez la chance d'ouvrir les yeux tous les matins sur le soleil qui se lève. Ne vous gâchez pas le spectacle par deux, trois mecs qui vous parlent d'un truc qui est bon. Et sur lequel on n'a aucun pouvoir. Je veux dire, quand bien même les banques font n'importe quoi, qu'est-ce qu'on va faire en pratique? Rien du tout, donc on arrête de nous gonfler avec des problèmes qui sont pas les nôtres. Mais j'espère aussi que d'un autre côté, que tout ce que l'on est en train de penser ne soit pas le fruit d'une manipulation. Parce qu'il y a quelques années, j'avais lu le programme Bluebeam, le projet Bluebeam, et en fait, tout ce qui a été écrit est en train de se réaliser, quoi. Que c'est la seule chose que j'espère, que nous ne soyons pas le fruit de cette espèce de... C'est-à-dire qu'il y a un point de vue qui permet de dépasser ça. Il y a un point de vue qui permet de dépasser ça. Dans l'hindouisme, par exemple, il est admis qu'existe la Maya, c'est-à-dire en gros la matrice pour eux, le voile de l'illusion, ou si vous voulez, ce qui permet que le réel a l'air d'être le réel pour notre conscience. Et en fait, c'est pas vu comme un mal. Il y a l'adage zen qui dit je suis rentré chez mon maître, je croyais que les montagnes étaient des montagnes et les rivières des rivières. Je suis, au bout de 5 ans, j'avais un petit peu commencé à percer les mystères du zen et je comprenais que les montagnes n'étaient pas tout à fait des montagnes, les rivières pas tout à fait des rivières. Après 15 ans, je pouvais tutoyer mon maître et je savais que les montagnes n'étaient vraiment pas des montagnes et les rivières n'avaient rien à voir avec des rivières.
Et après 20 ans, j'ai enfin eu l'accomplissement et j'ai connu l'éveil. Et je suis un maître zen moi-même. Et maintenant, je sais que je vois que les montagnes sont vraiment des montagnes et les rivières sont vraiment des rivières. Et c'est très important, c'est que au début, il croyait que les montagnes, et il croyait que les rivières étaient des rivières. Après, il sait, parce qu'il le voit, que les montagnes sont vraiment des montagnes. C'est-à-dire que oui, il y a une illusion fondamentale en tout et même dans la matière telle qu'on l'aperçoit. Mais en fait, elle est bien, cette illusion. On y vit bien et on a trouvé des règles pour y faire ce qu'on veut, pour y imprimer notre volonté dans certaines limites qui fait que finalement les limites disparaissent. Quand on se cale assez à ce flux justement, à ces limites naturelles de notre liberté. Et à ce moment-là, la liberté, la perception qu'on a de liberté devient infinie. Alors c'est peut-être ça l'illusion, se mettre dans un flux, et c'est peut-être une prison ce flux, et c'est la liberté, si on appelle ça liberté, faut être malade. Mais ce qu'on percevra, et on saura jamais mieux que ce qu'on perçoit, c'est la liberté absolue quand on est là-dedans. Et du point de vue des gens qui vous regardent de l'extérieur, ils trouvent aussi que vous avez l'air libre. Alors, votre version à vous, elle colle avec ceux des autres. Vous voyez, on peut être parano autant qu'on veut, mais si la manipulation, elle est aussi forte que ça, pourquoi est-ce qu'on ferait pas qu'en profiter? Ouais, c'est un bel point de vue, ouais. Bien sûr. Achille, tu arrives à la fin de ton antenne, merci à toi. Ça nous a fait très plaisir de parler avec vous. Achille. Également, merci beaucoup. Merci. Je vais continuer à vous suivre. Merci. Super, merci. Merci Achille, bonne nuit à toi. Au revoir. Vous êtes toujours sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM et sur internet ici-et-maintenant.com. On fait une petite pause musicale, oui. Alors, oui, alors Une musique africaine. Une musique africaine, très bien. Alors, on a beaucoup parlé donc d'iboga, d'initiation, et alors voilà la musique de la culture gabonaise dans laquelle tout ça se passe, et donc des musiques de cérémonie ou... Voilà, donc là un petit peu remixé en studio, il y a Pape Nzingi, un artiste de gabonais que j'aime beaucoup, quoi, dans le sens où il est festif, justement, il donne envie de danser. Après, bon, faut savoir, au Gabon, voilà, il y a deux instruments principaux, c'est la harpe à 8 cordes, celle qui est citée dans les psaumes de la Bible, hein, c'est la même qui est jouée par David, donc qui n'a rien à voir avec cette grande harpe qu'on peut voir dans certaines illustrations baroques. C'est plutôt une petite harpe comme ça à 8 cordes, qui fait vibrer, et on l'appelle aussi la toile d'araignée, quoi, c'est ce côté vibrer la trame de l'univers. Et l'arc en bouche, le monocorde, quoi. En fait, Pythagore disait il faut étudier le monocorde, et les bouddhistes étudient le monocorde au travers de l'arc en bouche, le mongogo, quoi. Donc c'est la particularité de Pape Nzingi, c'est qu'il utilise un petit peu les deux. Donc voilà, un petit son de forêt équatoriale, et pour montrer un petit peu qu'est-ce qui peut accompagner la rythmique aussi, parce que c'est très important quand on parle de groove, et quand on se connecte à ce flux-là, c'est un rythme, c'est vraiment un groove qui prend possession du corps pour la danse, mais aussi de l'esprit dans le terme de gérer l'afflux des pensées jusqu'au fameux court-circuit, quoi, qui permet de voir au-delà du mental et de traverser le voile de la Maya, quoi, justement. Le mieux, ça reste quand même d'écouter. On va écouter Pape Nzingi. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2. Maganga mema,
maganga mema imama tigapa maganga mema imama tigapa maduku 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 mema imama Dali yombe, dali yombe, dali yombe, nina kani, yoga kani, dali yombe, mama, Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM et sur internet ici et maintenant.com. On est toujours avec Bertrand Leroy, auteur de La Porte mystérieuse du Mont Saint-Michel au Sentier de Date. Le Sentier de Date aux éditions Alphée. Alors je vais donner le site internet parce que je ne l'ai pas donné à chaque fois, c'est neostalker.org. Donc sur le site vous trouvez les dates de randonnée s'il y a des gens qui veulent venir marcher. Le principe c'est que les personnes peuvent le faire seules aussi, quoi. Mais des fois c'est aussi sympa de marcher en groupe. En fait on se rend compte qu'il y a vraiment un phénomène de groupe qui apparaît et le sentier se nourrit vraiment des gens qui l'arpentent, quoi. Aussi bien un musicien qu'un scientifique, que tout ça. Enfin moi j'apprends énormément au contact des gens avec qui je marche et c'est une vraie... c'est un vrai Graal pour moi, ce sentier que j'aime faire vivre et renaître, quoi. Faut savoir que, c'est vrai, on pense pèlerinage, tout de suite, les gens pensent Saint-Jacques-de-Compostelle, quoi.
Non, enfin, il y a Saint-Jacques et c'est une aventure magique à vivre qui dure 2 mois. Par contre, il faut savoir voilà, que on est à Paris ici. Il faut que les Parisiens aussi sachent que voilà, à 2 heures de chez eux, ou même ils peuvent partir de Paris s'ils le veulent, mais à 2 heures de chez eux, ils ont un sentier de marche de 4 jours qui les emmène vers une des merveilles au monde, une des plus belles merveilles. On parle du Mont-Saint-Michel quand même, 3e site touristique de France. Et qui est là, qui permet de vivre une aventure de 4 jours. Et bon, je compte plus le nombre de personnes qui le font une fois et qui reviennent le faire aussi parce que justement, ils ont trouvé cet espace de liberté, quoi. Affronter ses peurs, on parlait de ça tout à l'heure avec l'auditrice Jocelyne. Bon, voilà, il y a des peurs toutes bêtes qui c'est bien de s'affranchir. Cette peur du savoir où est-ce que je vais dormir le soir, cette peur de qu'est-ce que je vais manger. Il y a des gens, ils ont jamais réussi à faire une sieste sous un arbre, quoi. On en est arrivé là aujourd'hui, des gens qui ont perdu ce contact avec la nature et voilà, qui se rendent compte que bah oui, on est fatigué. Bah, moi qui ai fait beaucoup de bateaux, j'aimais beaucoup le rythme de la voile, hein. C'est quelque chose que j'ai toujours en moi, mais j'ai retrouvé beaucoup de choses dans la marche en plus simple, quoi. Parce qu'un bateau, c'est vrai qu'une fois que c'est lancé, c'est sur la mer, quoi. Donc, bah, tu veux pas, hein, traverses l'Atlantique, le bateau, tu vas pas jeter l'ancre au milieu de l'Atlantique, donc tu peux pas t'arrêter. Que tu marches, un moment, tu es fatigué, bah, tu vois un châtaignier qui te plaît, un chêne, tu poses ton sac, tu t'allonges dessous, tu te reposes, quoi, tu regardes les oiseaux, t'es très bien. Tu sais pas où dormir, c'est pas grave, dans ton sac, tu as ton tarp, quoi. Moi j'ai pris l'exemple d'un sac, hein. Je peux montrer ce que c'est pour les gens qui se demandent des fois ce que c'est qu'un tarp, quoi. Faut savoir qu'un sac à dos aujourd'hui, quand on parle de technologie, voilà, c'est aussi ça, quoi. Maintenant, avec un sac à dos de 5 kilos, vous avez l'autonomie suffisante pour vivre 4 jours, quoi. Donc on n'est plus dans une marche militaire, là, on est dans un truc. Vous voyez ça, voilà, ça tient dans la poche, c'est la taille d'un livre de poche, hein. C'est une petite trousse. Ouais, bah, c'est ce qui me permet de dormir la nuit, quoi, hein. C'est ce que je plante, hein. Je prends mon bâton de marche, je mets la bâche autour et je dors super bien, dans le sens où il y a un vrai contact avec la nature, il n'y a pas cette claustrophobie qu'on peut avoir dans les tentes. Ça te demande juste un petit apprentissage pour savoir comment le monter, mais en 10 minutes c'est expliqué, ça se monte en 5 minutes. Voilà, quoi, une tente. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos? Un matelas, parce que c'est vrai que bon, le confort c'est important quand même pour ça, de dormir à même la terre. Moi je le faisais au début, bon, les muscles ils se régénèrent moins bien, donc un petit matelas gonflable. Et puis un duvet, quoi, voilà, un duvet, plume d'oie, bon ça coûte cher, mais Decathlon ils en font des pas chers, quoi. Mais voilà, 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 déjà là, on sait où dormir, quoi. On peut dormir n'importe où, quoi. Du moment qu'il y a de la terre, quoi. C'est vrai que c'est ce qui est difficile un peu dans notre environnement urbain. Voilà, après un petit instrument de musique, quoi, que j'ai pris avec moi, une kalimba, quoi, qui est bon, voilà. Excusez-moi, je continue pas tout de suite, mais ça permet voilà aussi de s'occuper, de s'exprimer au travers de l'art, quoi. La musique, je pense que c'est quelque chose. On parle beaucoup ce soir. Moi, il faut savoir que c'est vrai que j'ai appréhendé beaucoup l'émission parce que je suis pas un bavard, quoi. Habituellement, vraiment, voilà, moi, je marche avec mes pieds, quoi. Je prie avec mes pieds, je pense. Mais voilà, donc, et il y a beaucoup de choses qui passent au travers de la musique, quoi. Et le silence, quoi. Donc la radio, c'est vrai que c'est difficile de faire des silences, mais c'est ce que j'aime dans la marche aussi, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de monter une secte en marchant, quoi, dans le sens où les gens, ils marchent, quoi. Chacun trouve son rythme, personne n'a ralenti, elle laisse les gens partir devant, elle se retrouve toute seule, elle accélère, elle part devant, on se retrouve le soir, on s'achète à manger ensemble, on cueille des prunes, des fraises des bois, des orties, on mange. On peut pas se faire comme saloperie parce que c'est juste impossible quand on marche, quoi. Voilà, et puis voilà, et puis une gamelle pour se faire à manger, quoi. Et moi j'aimais beaucoup toujours cette éducation maritime, quoi. On retrouve beaucoup ça. Il y a beaucoup de marins en fait qui passent leur vie à construire leur bateau et qui, au moment de partir, partent pas, quoi, parce que des fois ils sont trop vieux, quoi. C'est vrai. Et Bernard Moitessier, lui, c'était un des plus grands marins. C'est rigolo l'histoire de Bernard Moitessier, hein. C'est un gars, il est parti faire une course autour du monde. Il était en tête et au moment de franchir la ligne d'arrivée, après un tour du monde complet, quoi, donc 6 mois de mer, il s'est dit non, je me plais trop bien en mer, je fais demi-tour, quoi. Et il est reparti pour un autre demi-tour du monde pour aller se mettre en Polynésie. Voilà, il a laissé tomber la course parce qu'il s'est dit non, moi j'ai pas envie de la gagner cette course, j'ai juste envie de naviguer. Et lui avait tendance à dire voilà, on se débrouille toujours en chemin à condition d'être en chemin, quoi. Et je crois vraiment à ça, quoi. De la même façon, une fois sur le chemin de Saint-Jacques, j'étais tombé sur un prêtre assez éveillé. Je dormais parce que voilà, à Saint-Jacques, je dormais voilà sous les bois, sous un arbre, sous le porche d'une église.
Là où la Providence m'a amené, quoi. Providence, c'est un mot sur lequel on n'a pas trop discuté ce soir, mais voilà. Parce que pour moi, justement, le flux procède d'une intelligence que les chrétiens ont appelée Providence, quoi. C'est-à-dire le plan de Dieu, quoi. C'est-à-dire que il y a un faisceau de synchronicité qui se met en place dès qu'on se met en mouvement, qui font vivre des miracles quotidiennement, quoi. À chaque seconde, quoi. Et ce prêtre, sur le presbytère, avait écrit... Excusez-moi, ne réservez pas, sinon vous passerez à côté de la Providence. Et c'est quelque chose que je m'oblige un petit peu à faire sur le sentier pour plusieurs raisons. Déjà, moi, pour pas me lasser, parce que c'est très facile pour moi de réserver tous les soirs chaque gîte, de dire bon bah on dort là à tel moment, c'est comme ça, on arrive à telle heure, le lendemain on repart à telle heure. On est sûr que c'est pas complet. Là, on se coupe du flux, quoi, justement, on se coupe de ça et de cette magie. Donc moi, déjà, ça m'évite de vivre 2 fois le même sentier, parce que voilà, je compte plus le nombre de fois que je l'ai fait, hein, mais plus d'une dizaine de fois là, depuis la sortie du bouquin. Chaque aventure est unique, quoi, parce que bah oui, un jour il va pleuvoir, on va pas pouvoir faire la même étape, on va devoir s'arrêter avant, ou tel jour, ah bah oui, le curé qui nous héberge habituellement, il est pas là parce qu'il est parti, bon bah c'est pas grave, on s'adapte, et voilà, on vit, et tout s'arrange toujours. C'est Bernard Lavilliers qui disait ça, tout s'arrange toujours, même mal, quoi. Moi je suis d'accord un peu avec ça, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, quoi. Et en fait, dans le conte, même quand on pense que ça s'arrange mal, c'est souvent les galères, c'est ce qui laisse un peu les meilleurs souvenirs aux gens, quoi. Aussi, ce côté, putain, tu te souviens, la flotte qu'on s'est pris. Moi, j'ai fait des arrivées au monde, des fois apocalyptiques, quoi, vraiment sous des déluges. Et j'appréhendais beaucoup la pluie au début, parce que bon, faut pas faire de mythe non plus, quoi. La Normandie, il pleut, quoi. Mais donc voilà, au début, j'avais même une forme de colère à me dire, mince, moi je l'ai vu sous le soleil, c'est arrivé au mont, là on arrive sous la pluie. Et non, en fait, déjà je l'ai surmonté. Il y a aussi un autre adage qui dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et il y a ce processus-là qui se met aussi en place des fois, d'affronter vraiment l'adversité et de la surmonter. C'est aussi ce qui donne la magie, quoi, et la puissance, quoi. La puissance de ce sentier, donc qui est vraiment voilà, aux portes de Paris, qui demande qu'à être habilité. Au Moyen-Âge, c'était des millions, hein, de pèlerins qui partaient comme ça sur. Alors c'est rigolo, tiens, je rebondis là-dessus, parce que voilà, ce chemin, donc on l'a dit vite fait au début, s'appelait le chemin du paradis, et une des spécificités qu'il avait donc au Moyen-Âge, déjà d'être le premier lieu de pèlerinage occidental, largement devant Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que là on a quand même affaire à un archange, un Michael, donc et il avait la particularité, ce sentier, d'être parcouru par des enfants. Et des enfants de 13 à 18 ans, comme ça, qui partaient sur l'appel d'un rêve, quoi. C'est-à-dire, c'était une époque où, je mets dans le bouquin, enfin, je veux pas porter de jugement non plus, quoi, mais ou en tout cas, je pense qu'on était beaucoup moins, on avait l'esprit beaucoup moins anesthésié qu'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que la frontière entre le réel et l'imaginaire était beaucoup plus ténue, quoi, et ils prêtaient beaucoup plus à respecter beaucoup plus les enfants pour voilà, ils n'avaient pas le sucre, ils n'avaient pas les jeux vidéo, ils n'avaient pas tout ça non plus, donc ils partaient, ils entendaient l'archange qui les appelait, et ils traversaient l'Europe entière, quoi. Ils traversaient les montagnes, les forêts infestées de loups, parce que bon, aujourd'hui, on traverse la forêt de la Lande Pourrie que je parlais, par exemple, qui fait partie du même massif que Brocéliande, hein. Donc on retrouve en fait les mêmes légendes du Graal et d'Arthur, donc ça c'est un autre sujet du bouquin, on en parlera une prochaine fois, ou pas, ou vous le découvrirez en le lisant, quoi, mais voilà, cette forêt, faut savoir que tous les rois de France déjà faisaient ce pèlerinage, et pour traverser cette forêt, se faisaient toujours escorter de chevaliers en armure, parce que voilà, c'était la forêt, il y avait des loups, il y avait des brigands, il y avait des sorcières, et pourtant il y avait des enfants qui partaient, qui traversaient ça, quoi, et qui allaient vénérer l'archange, et donc il avait cette spécificité-là d'être vraiment parcouru par des enfants, et je pense que ouais, c'est quelque chose qui parle à notre âme d'enfant, de toute façon, de se reconnecter à ça, quoi, à la nature, et puis à l'aventure, à l'imprévu. Ce que tu disais là, ne réservez pas pour ne pas vous couper de la Providence. Moi, je suis désolé de mettre des exemples gonzo derrière des choses si profondes que Bertrand dit, mais c'est la première fois que je suis allé à Burning Man, on a smashé le camping-car qu'on avait loué les 100 premiers kilomètres, en fait. C'est quelqu'un qui nous est rentré dedans, on n'est pas fautif, mais enfin on en a rien à foutre que l'assurance nous donne raison. Pour le moment, il n'y a plus un camping-car à louer dans un rayon de 600 km, et on l'apprend quand on a déjà raté le premier jour de Burning Man, en fait. Alors ça a duré qu'une semaine, on a pris toutes nos vacances pour, et voilà, et ben on a à aucun moment, enfin passé les 10 premières minutes où on n'arrivait pas à joindre l'assureur parce que c'était le week-end, on a dit tiens, bah, ça fait partie du voyage aussi. C'est pas d'être à Burning Man, mais ça fait déjà partie du voyage finalement. Bien sûr qu'on est arrivé à Burning Man et qu'il était encore mieux à cause de ça, mais même on n'en a pas douté, parce que ne serait-ce que d'aller à Burning Man et de se dire on va vivre un truc, on sait pas ce que c'est, et on est juste ouvert à n'importe quoi qui peut se présenter, même si a priori on est contre. Et bah du coup, même tout le voyage en faisait partie, quoi.
c'était le camping-car smashé et a priori aucun moyen d'aller là-bas, ça n'a jamais été une gêne. Et ouais, il faut pas se faire une montagne de rien prévoir que la destination et encore de savoir que c'est pas une destination mais qu'il y a des morceaux qu'il y a que le voyage. Je pense à un autre exemple à ce sujet. Satish Kumar, qui est venu témoigner dans cette émission, sur cette radio, à cette antenne, il racontait, donc c'est un disciple de Gandhi, un Indien qui a été disciple spirituel de Gandhi, on va dire, et qui a lui aussi entamé une marche, très longue marche dans l'Inde, au travers de toute l'Inde, pour réunir en fait les propriétaires et leur demander de céder des terres aux personnes pauvres pour pouvoir rééquilibrer la balance entre les plus riches et les plus pauvres. Et ils ont demandé avant de partir, donc c'était un petit groupe qui ont marché jusqu'à l'Angleterre, ils sont allés jusqu'en Angleterre à pied depuis l'Inde. Ouais, c'est une histoire vraiment incroyable. Ouais. Satish Kumar, il a écrit un livre qui est vraiment passionnant. Vous voulez pas qu'on lance une marche ici, mais pas tout de suite, là, pas sur un coup de tête, mais qu'on en parle un peu comme ça, parce qu'il y a des choses à faire. Pourquoi pas, mais justement, on en reparlera. Satish Kumar, c'est en lisant avec ses amis un article dans le journal concernant un homme d'affaires anglais, je me souviens plus des détails, une affaire qui les a scandalisés. Ils ont décidé de se rendre jusqu'en Angleterre pour rencontrer cet homme-là, qui avait été arrêté, je crois, pour une question de liberté d'expression par rapport à l'Inde. Bon, peu importe. Et ils ont demandé à leur maître de l'époque, avant de partir, s'ils devaient prendre de l'argent avec eux. Et il leur a dit, ne prenez pas d'argent, comme ça vous serez obligés d'aller vers les gens de manière honnête, vous n'aurez rien à perdre, vous n'aurez rien à gagner, vous serez obligé d'être vous-même. Voilà. Et j'ai pensé à cette histoire tout le long de l'émission, parce que vraiment il y avait cet aspect-là, de la providence, c'est le meilleur mot pour définir ça. C'est un mot... Là il y a provide, il y a même un proverbe burner qui dit ça, et certains disent, ouais, ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent sans pas prendre leur flotte maintenant, parce qu'on est 50 000, et qui se doutent qu'ils arriveront toujours à squatter. Mais il y a de l'adage, et il est très vieux, même avant que ça ait été une condition de survie pour quelques burners occasionnels. Non, Playa provide. Enfin, tu vois, la providence, elle s'incarne partout. C'est un équilibre à trouver. Tout le monde la constate, quoi. La Bible dit ça de façon très, très jolie. Je trouve qu'on met, c'est Jésus, dans quel évangile, je sais plus, mais qui dit, les disciples, ils s'inquiètent, qu'est-ce qu'on va manger et tout, et il leur dit, mais regardez les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, pensez-vous pas qu'il prendrait pas soin de vous non plus, quoi. Enfin, il y a ce côté-là aussi d'accepter des fois de perdre le contrôle pour se placer dans une puissance plus grande. Mais là, tu parlais d'un truc, là, d'une marche. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Hein. Voilà, je dis pas. Bon, c'est vrai que c'est autour du sentier, mais vraiment, c'est quelque chose qui part de Paris, qui va vers un symbole quand même de cet archange qui terrasse le dragon, quoi. Oui, on peut grandir, on peut stretcher le sentier et le faire un peu plus long. Ou pourquoi pas le faire de Paris. Hein. Partir de Saint-Germain-l'Auxerrois plutôt que Notre-Dame sous l'eau. Il y a une Vierge Noire après tout. Où des gens partent d'où ils habitent et se mettent en marche et on se retrouve et là, il y a un côté militant dans la marche et qui est beau, quoi. Parce que ce qui manque des fois, moi je suis beaucoup en ce moment les mouvements contre-culturels aussi, il y a beaucoup de choses qui naissent en ce moment, les indignés, les décroissants, les anonymous, tout ça, voilà. Mais il manque ce mouvement, quoi. Moi je pense, quoi. On les voyait l'autre fois, ils étaient en ville, ils étaient statiques, ils étaient là assis sur du bitume. Ouais. Les médias, ils transforment ça, ils font passer ça pour des squatteurs. Mais mettez-vous en mouvement, les gars, et voilà, et allez dans les sous-bois. Et là, comment vont vous cartographier les voitures? Enfin, même si les journalistes veulent venir nous interviewer, déjà ils devront ils devront rentrer dans le processus. Ils peuvent pas venir shooter les photos et on attend que les journalistes soient partis en réalité pour commencer les marches, ce qui est une erreur, c'est vrai. Que chacun vivra sa propre vérité sur le sentier, quoi. Savoir, il y a pas de gourou, il y a que chacun, juste des gens qui se disent, bah voilà, comme Forrest Gump, il y a une très belle image, moi je trouve, dans Forrest Gump qui m'a beaucoup inspiré, c'est voilà, Forrest Gump qui vient de se faire plaquer par sa copine, quoi, et il est là, assis sur la marche de son perron, il regarde ses chaussures, et voilà, il est perdu, il sait plus quoi faire, un peu comme Pierre dans le bouquin, quoi, et il se dit, bah, je vais me mettre à marcher, à courir, quoi. Lui, il court, et il traverse comme ça les États-Unis, il arrive au bout, c'est la mer, il sait pas quoi faire, il fait, bah tiens, je vais faire demi-tour, je retourne courir, et des gens se greffent à ça et se mettent à marcher autour de lui. C'est-à-dire un phénomène. Un phénomène, alors que lui, il n'y a pas de message, quoi. Quelque part, on rejoint le mouvement du Spiral Tribe aussi, par exemple. J'aimais beaucoup ce mouvement des années 90, là, les premières free parties, où c'était music is the message, quoi. C'est-à-dire, il n'y avait pas ce message, les mecs, ils n'avaient même pas de nom, quoi. Ils avaient des tatouages, et tu peux pas te récupérer. Ça rejoint aussi l'idée de Akimbe et des zones autonomes temporaires. Il est né très fort question dans le livre. Je cite Akimbe, justement, parce que, bon, ils arrivent à un moment dans cette fameuse forêt du diable sur une tour désaffectée qu'ils ont réhabilitée en TAS, justement, en zone d'autonomie temporaire, en référence à Akimbe, c'est-à-dire des lieux qui,
quand on dit la carte n'est pas territoire, c'est ça aussi, quoi. C'est-à-dire il y a des lieux que tu peux, d'autant maintenant avec une nouvelle technologie Internet, on peut créer des espaces et les dissoudre instantanément, quoi. Juste un problème de synchronisation. Phénomène de tweet, de tout ça, les gens sont là, on se regroupe, on tape la musique, la danse, ou alors une conférence philosophique, magique, politique, enfin tous ces outils. Là, la tasse, par exemple, c'est là où il initie un phénomène de cohérence cardiaque. Donc, ça peut être le moyen d'amener ça, parce que voilà, donc, dans cette zone d'autonomie temporaire qui est au milieu de la forêt, il y a un côté high-tech, quoi. C'est-à-dire il y a une connexion satellite pour Internet. C'est protégé par un code qui est... bon, ça appartient voilà, au phénomène stalker que je décris. Et ils initient Pierre à la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, je ne sais pas, certains éditeurs connaissent peut-être, c'est... ça a été remis à jour, enfin bien argumenté par David Servan-Schreiber, qui nous a quittés aussi, mais qui lui s'était intéressé d'un point de vue médical et s'était rendu compte que c'était le meilleur moyen de diagnostic en termes de stress et d'efficacité cardiaque, quoi. Donc c'est un phénomène tout simple qui a besoin de 3 fois rien pour être appliqué et qui en même temps procure un état de bien-être et permet... qu'on peut vous apprendre ce soir en 2 minutes pour finir l'émission. Voilà, je pense que c'est vrai que là ça montre que non, c'est concret, que c'est pas juste du livre, donc de la même façon qu'il y a la marche, il y a des outils. Donc là voilà, on a récupéré ce petit appareil là qui s'appelle le M-Wave. Alors voilà, qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit appareil, on appelle ça le biofeedback, c'est-à-dire c'est un outil qui permet de connecter un capteur, on le met généralement à l'oreille pour capter le pouls, et donc il y a un processeur à l'intérieur qui analyse le signal du pouls, et ensuite on met en place un certain type de respiration, quoi. C'est 6 respirations par minute. Donc ça fait 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Voilà, et qui permet en fait de placer le cœur en état dit de cohérence. Faut savoir que le cœur, on dit toujours, on parle en beats par minute, quoi, hein, c'est-à-dire 60, 70. Mais l'intervalle entre chaque battement cardiaque est jamais identique, quoi. C'est-à-dire entre 2 battements peut y avoir 1 seconde, après ça peut 1,2 secondes, 1,3, c'est des micro-variations, mais voilà. Et en fait, le fait de jouer sur la respiration, on en parlait tout à l'heure, justement, cette respiration consciente permet de mettre le cœur dans un état dit de cohérence, c'est-à-dire où chaque battement se retrouve espacé d'une manière régulière, et ça se met à tracer une sinusoïde. Quand on utilise une méthode de biofeedback, justement, c'est ce qu'ils utilisent dans le sentier, c'est-à-dire qu'ils connectent sur son corps un capteur. C'est un outil qui existe, hein, qui est développé par une société française aussi, EMWave, c'est américain, mais on a aussi Symbiofi qui fait ça, quoi. C'est un capteur cardiaque, quoi, qu'on place, qu'on branche sur un ordinateur et qui transforme ça. En plus, c'est rigolo, Symbiofi, parce que ça transforme ça sous forme de jeu vidéo un petit peu, c'est-à-dire... On a une plage avec une tempête qui est là, et en même temps qu'on respire, l'objectif c'est de calmer la tempête. Donc, et on voit, l'avantage du biofeedback, c'est qu'on a un impact visuel de ce qu'on voit. Mais sinon, moi personnellement, donc ça c'est très bien, parce que vous voyez, c'est nomade aussi, hein, on emmène ça dans sa poche, ça permet de le faire. Bon, là, il faut un ordinateur quand même, mais bon, maintenant avec les petits PC, il y a moyen de porter ça porter dans son sac un truc... Et là, et voilà. Et moi, excusez-moi, je me suis enrhumé. Voilà, j'ai récupéré là une appli. Bon, c'est un iPhone, mais il doit y avoir les mêmes sur Android, de respiration cardiaque, quoi, de cohérence cardiaque. Et en fait, le principe est tout simple. Il s'agit d'inspirer quand la boule monte et d'expirer quand la boule descend. Alors, ça, c'est le principe physique. Après, il y a une dimension émotionnelle en fait à la cohérence cardiaque qui est de fixer son attention sur son cœur et d'essayer de ressentir un sentiment d'amour, quoi. Donc, pour résumer la méthode, vraiment en 2 mots, voilà. C'est se mettre dans un rythme d'inspire de 5 secondes, d'expire de 5 secondes, donc pour un total de 6 respirations, inspire et expire par minute, voilà. Et de se concentrer sur son cœur, aussi bien au niveau de la sensation physique qu'il peut faire, que au niveau de la perception qu'on en a. Et donc, finalement, il suffit de persévérer un petit peu là-dedans un certain temps, 3 minutes, pour que pour que se fasse la cohérence cardiaque en définitive. Une cohérence qui permet, donc déjà en termes de réduction de stress, c'est très efficace. Et pour c'est une méthode que j'utilise aussi, et c'est vrai que c'est très efficace. Ouais, donc c'est ce qui permet aussi pour moi de se relier justement à cette petite voix du cœur, quoi, aussi... à ce qui est en nous et qu'on n'écoute pas toujours, quoi, ou en tout cas
qu'on cache, quoi, qu'on n'ose pas s'avouer des fois. Voilà, pour les mystiques, ils appellent ça l'intuition, quoi. C'est ce qui permet des fois, dans un ensemble complexe de variables, quoi, de poser le choix juste, quoi. Et cette intuition, elle est beaucoup plus puissante en fait lorsque on se met en état de cohérence cardiaque, quoi. Donc je sais pas, tu veux essayer, on peut faire un petit peu pour les auditeurs. Je sais pas, 3 minutes, c'est peut-être long pour le. Bah, mais je montre déjà, voilà, Ouais, vous voyez, voilà. si tu montres l'appli. Donc on a une courbe sinusoïdale. Voilà, Et mais une il y a boule. un site sur YouTube où on retrouve la même vidéo On pour voit les la gens petite qui boule changent ses qui œufs. monte et qui descend. Et là, voilà, Voilà, et donc il y a la respiration qui monte. on inspire par le nez. Alors, c'est pas très radiophonique hein, pour ceux qui Ouais. qui nous écoutent. Mais en tout cas, on voit bien, oui, voilà, cette idée Je pense de. que ça passera pas. courbe. Mais on a tenté une expérience, mais le temps d'installer le logiciel, Didi, c'est pas possible. Ouais, Alors, sinon, non, il y a ce principe-là, bon, qui est quand même plus cher, mais qui permet d'avoir D'avoir un le- visuel voilà. sur son propre battement, donc c'est Avec donc motivant. le- Mais, Voilà, ça, la on a un petite pince retour. sous Là, on l'oreille, n'a ouais. aucun retour. On doit suivre un mouvement et savoir qu'au bout de 3 minutes, c'est bon. Enfin, je pense que le principe est passé. Moi, pense qu'on va conclure cette émission et que je vais laisser le mot de la fin à. Je vais citer quelqu'un. Ce quelqu'un, vous le connaissez, c'est William James. Tout le monde le. Tac. Je vais y arriver. Et il a écrit cette chose très américaine, donc que je vais d'abord dire en anglais. Action may not bring happiness, but there is no happiness without action. Et en français, ça donne l'action n'apporte pas toujours le bonheur, mais il n'y a pas de bonheur sans action. Et je crois qu'on a parlé de rendre les choses concrètes. On a essayé de le faire un petit peu en vous expliquant aussi comment commencer par la cohérence cardiaque. C'est quelque chose qu'on peut faire dans son lit quand on écoute. Et aller marcher, c'est aussi quelque chose qui est très simple à faire. ouais, pas de taxe carbone, slow travel, c'est Moi, bon c'est pour le danser, corps, c'est en plus hein. c'est sur place, mais je dois dire que je vais essayer ta méthode aussi, et pourquoi pas avec toi, Mont-Saint-Michel. Enfin, en tout cas, on en a parlé, et Écoute, on en a je parlé, vais essayer de faire c'est- tout ce que je peux pour venir faire cette marche avec toi très vite. Et d'amener les copains, et puis Pourquoi pas faire des avec amis, ici et maintenant Lisandre, Laurence Rachot, on va bien rameuter Alex. Non, il y a moyen. Faut voir. Faut voir. les sacs à dos, les ampoules. Et en attendant, pour se quitter, on a introduit avec une chanson qu'on n'a pas présentée, qui sera certainement le générique de cette émission, qui est Tiny Monsters de Pucifer, qui est la première chanson du dernier album. Et là, on va passer une chanson dont on parlait tout à l'heure, où il dit Learn to Swim. Alors, c'est une référence directe à Alan Watts, où en fait, il a cette phrase géniale, comme d'habitude. Il dit dans un univers relativiste, vous n'essayez pas de vous accrocher à quoi que ce soit, vous apprenez à nager. Et il y a ce truc qui revient toujours, learn to swim, learn to swim. Et il décrit la fin du monde. Il dit que d'ailleurs, si c'est vraiment la fin du monde, ça l'amuserait plutôt. Il prendra un jour de congé pour l'occasion. Et quand on écoute bien la chanson, il dit n'appelle pas ça du nihilisme. Apprends à lire entre les lignes. Je te dis simplement qu'il va y avoir beaucoup de changements, mec. Et c'est dit très légèrement, alors que pour le reste, il crie et qu'après il dit je veux tout voir détruit. Mais faut effectivement l'écouter plusieurs fois. Et quand on a compris lire entre les lignes dans cette chanson, c'est beaucoup de peurs qui s'éteignent aussi. Et il y a aussi une référence à Bill Hicks, l'humoriste sûr. américain, ami du groupe, on peut le dire, ami du groupe Tool, et qui avait cette expression en disant que si Los Angeles était rasé, puisque c'est finalement très concentré contre Los Angeles, cette envie de destruction massive. La seule façon de corriger ce tas de merde qu'est Los Angeles, c'est de tirer la chasse dessus. Voilà, Répète-t-il. et donc ce qui fait que l'Arizona aurait une baie, et c'est donc la Ouais. référence Arizona Bay, voilà, Ouais. qui n'existe pas Mais évidemment, en mais même qui temps, ça peut existerait être si... l'Area 51 peut devenir l'Arizona voilà, Bay, pourquoi pas. Exactement. Ouais, et C'est- ça nous renvoie à un truc aussi j'aime bien, c'est voilà, on arrête le feu mais on n'arrête pas l'eau, quoi. Et Fela Kuti chantait ça très beau avec Water No Get Enemy. Et je pense voilà, civilisation aquatique, apprenez à nager. Let us swim, let us swim, let us swim, let us swim. On va le laisser chanter beaucoup. Ouais, beaucoup bah écoutez, mieux que donc moi. Tool, Anima, et à dans 15 jours, Tom. À dans 15 jours, Lisandre. Merci Merci de beaucoup, m'avoir Bertrand. invité, vraiment c'était un plaisir. C'était un plaisir pour un nous. espace de Et... liberté comme ça, c'est vrai que c'est précieux. Et merci aux Longue vie à auditeurs votre aussi radio. qui ont été... Enfin, vraiment, merci à vous, merci à tout le monde. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM. À dans 15 jours pour la suite de la cerise sous le gâteau. Une autre cerise, un autre gâteau, dans 15 jours. Et on va écouter, donc pour finir cette émission, Tool, Anima.